Bonjour à tous, bienvenue sur IG Foot, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de très bonnes vacances et que vous êtes prêts pour la rentrée. Comme promis lors de la dernière vidéo, aujourd'hui on va parler du Ballon d'Or. Comme vous le savez, la liste des nominés de France Football est sortie il y a une quinzaine de jours avec les 30 joueurs nominés. Ce qui a créé pas mal de débats, à savoir est-ce que Dembélé, Hakimi, Lamine Yamal, etc. qui doit gagner ce Ballon d'Or. Et donc du coup, pour répondre à cette question, tout simplement, on a pris les données de la plateforme Wisecout. Comme d'habitude, il y a les stats défensives, collectives et offensives. Cette fois-ci, on pourra comparer les notes, même si c'est entre un défenseur, un milieu ou un attaquant. Vous verrez, le meilleur défenseur sur les notes défensives aura 100, le meilleur attaquant aura 100 en attaque, etc. Et à partir de là, donc, on fera une moyenne et on verra qui au niveau statistique, dans l'ensemble, est le meilleur. Bien entendu, on va prendre en compte aussi les trophées collectifs et les trophées individuels. Chaque trophée, en fonction de l'importance du trophée, va apporter un certain nombre de points, que ce soit collectif ou individuel. Et à partir de là, on fait vraiment une note moyenne pour chaque joueur et on a fait le classement. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à partager la vidéo un maximum. Ça permet de mieux référencer la vidéo et de la faire connaître au plus grand nombre, c'est le but. Donc voilà, installez-vous bien et on est parti pour le classement. Donc voilà, on va pouvoir commencer le classement du Ballon d'Or. Donc comme je vous l'ai dit, les 10 derniers, je vous les affiche là directement. En 29e position, donc on a Erling Haaland qui fait vraiment pas une saison exceptionnelle, même s'il marque son lot de buts, mais dans le jeu, il n'a pas été fou. On a Robert Lewandowski qui finit 28e avec pas mal de blessures durant la saison. C'était pas le joueur qui ressort le plus du FC Barcelone. 27e, on a Lautaro Martinez. Pas une saison exceptionnelle. Très difficile, avec pas mal de blessures aussi sur la fin. Et une finale perdue en Ligue des Champions. On a Serhou Guirassy qui sort du lot à Dortmund, mais qui fait pas non plus... il fait quand même une grosse saison, mais comparé aux 30 autres joueurs, c'est pas celui qu'on va mettre en haut de la liste. Le 25e, Dumfries de l'Inter. Pareil, il a fait une bonne saison avec l'Inter, ils font finale, mais il a déjà fait mieux. Declan Rice, 24e, qui réalise comme une bonne saison avec Arsenal, mais sans trophée à la fin, ce qui a certainement dû jouer un peu dans sa note. On se souviendra de son but face au Real Madrid, un super coup franc. Rafinha, là c'est la première surprise. Je m'attendais à le voir beaucoup plus haut et je vais vous expliquer juste après pourquoi on le trouve pas si haut que ça finalement. Harry Kane, 22e. Scott McTominay qui fait une grosse saison avec Naples, mais statistiquement ressort 21e. Et enfin, 20e, Cole Palmer. Donc je vais revenir sur juste Rafinha, donc lui qui finit 23e au classement. Au niveau des stats défensives, sur les 30 joueurs, il est classé 26e sur 30. Au niveau de la passe, il est classé 24e. Donc dans la passe, c'est tout ce qui est collectif, etc. On s'entend bien. Et offensivement, en attaque, il est classé 11e sur 30. Donc offensivement, en attaque, c'est un classement qui est tout à fait correct. Moi, je m'attendais à plus au niveau de la passe, mais visiblement, dans le jeu du Barça, c'est pas par lui que les schémas de jeu et de construction passent. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on le retrouve aussi bas, malgré le fait qu'il ait pas mal de trophées, parce qu'il me semble qu'il est élu meilleur joueur de Liga, parce qu'il a réussi à stater, à être très efficace dans le dernier geste, plus qu'il ne le faut. Donc ensuite, on va passer au 19e. Et donc le 19e, c'est Mohamed Salah, qui a fait une grosse saison statistique au niveau but et passe avec Liverpool. Au niveau défense, il est classé 20e. Il a une note de 35 sur 100, 35,91 sur 100. Au niveau du collectif passe, il est classé 19e. Et il a une note de 40 sur 100. Et offensivement, il est classé 18e seulement, avec une note de 58,17. Alors ça peut surprendre parce qu'on va dire il a marqué énormément de buts, etc.
Mais je vous rappelle que comment ça s'appelle, les stats offensives, c'est pas seulement les buts ou les passes décisives, c'est aussi le nombre de courses progressives, le nombre de dribbles, etc. Et je pense que le match du PSG a été assez révélateur dans le fait que dans le jeu, c'est pas celui qui crée le plus de décalage et le plus de percussion. Il a un jeu qui devient, je pense, avec l'âge, de plus en plus, entre guillemets, minimaliste et létal. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on retrouve ces stats-là. Voilà. Donc, 19e au classement, c'est aussi la deuxième surprise pour moi de ce classement. Ensuite, à la 18e place, toujours un joueur de Liverpool, McAllister, milieu de terrain. Donc là, on retrouve vraiment 10e offensivement devant Mohamed Salah. Donc, c'est-à-dire que par ses courses, ses dribbles, tout ça, il va passer devant Mohamed Salah. Il a vraiment de très bonnes notes offensives. Donc, on voit qu'il a un apport offensif du côté Liverpool qui est assez important. Dans le collectif, il est classé 15e, pardon, il a une note de 46,06 sur 100. Donc, il est vraiment tout juste à la moyenne du classement. Et défensivement, identique. Là, je pense que ce qui lui fait perdre quelques points, c'est que, hormis, il me semble, Liverpool, je crois, la Première Ligue, il ne gagne pas d'autres trophées, il n'a pas d'autres distinctions majeures qui vont lui rapporter des points, ce qui fait qu'il diminue un peu dans son classement. À la 17e place, on a Kylian Mbappé. Alors Mbappé, il fait 6 premiers mois qui sont très très compliqués, puis une deuxième partie de saison qui, au niveau statistique, est beaucoup plus intéressante au niveau des buts. Et offensivement, donc il est classé 8e dans sa participation au jeu offensif. Au niveau de la passe collective, il est 18e sur 30. Et défensivement, c'est le joueur qui défend le moins de tout le classement. Donc il est classé 29e sur 29. Excusez-moi, c'est pas sur 30, c'est sur 29. Donc c'est vraiment le dernier pour le coup. Là, les chiffres entre guillemets ne mentent pas. On voit vraiment le côté Mbappé qui défend pas du tout. Donc voilà, il est classé 17e malgré son soulier d'or et les trophées qu'il a pu gagner avec le Real Madrid, c'est-à-dire la Coupe du Monde des clubs, je crois, et la Super Coupe d'Europe en tout début de saison contre l'Atalanta. À la 16e place, on trouve Vitor Gyökeres. Donc, il a fait sa saison avec le Sporting. Là, j'ai mis Arsenal parce qu'actuellement, il joue à Arsenal. Donc, offensivement, c'est le 5e joueur. Donc, c'est pas qu'un joueur qui fait que marquer des buts. Donc, c'est intéressant, par exemple, ne serait-ce que là, Vitor Gyökeres, parce qu'on pourrait penser que Erling Haaland, etc., ou Mohamed Salah ont marqué des buts. Pourquoi ils n'ont que cette note offensive? On voit un Gyökeres quand même qui participe aussi un peu plus dans le jeu et qui ne fait pas que, entre guillemets, marquer ou faire des passes D. Il va aussi venir faire des appels, créer du danger avec des courses progressives, etc. Défensivement, là on est 27e aussi dans le classement. Donc comme Mbappé, il fait partie des joueurs qui défendent le moins. Et dans le collectif, là pareil il est 26e. Et honnêtement, là ça va être très intéressant cette année de voir son évolution avec Arsenal, quand on sait le type de joueurs qu'ils avaient en neuf, donc des joueurs qui participent au jeu. Là, on voit que c'est pas dans la qualité de passe, etc. C'est pas son fort. Voilà. Mais quand même une très grosse saison de Vitor Gyökeres avec le Sporting. 15e place, Vinicius Junior. Donc là, offensivement, en attaque, c'est le 3e joueur le plus dangereux de tout le classement offensivement. Défensivement, il fait un peu mieux qu'Mbappé, mais on voit que le Real Madrid, ils se sont tapés quand même deux joueurs qui, au niveau du travail défensif, c'est pas leur fort. Et au niveau collectif, il est que 20e. C'est pas un joueur qui est vraiment dans la construction, il est vraiment dans le côté percussion individualiste, entre guillemets, dans le jeu. Donc 15e place pour Vinicius. Honnêtement, je pense que ça correspond à peu près à sa saison. Je le mettrai pas plus haut, peut-être pas plus bas non plus. Florian Wirtz avec Leverkusen, donc actuellement il est à Liverpool. Et donc là, on a le joueur vraiment
correct partout. Donc 9e, classé 9e en attaque, classé 9e au niveau de la passe, 13e au niveau défensif. Donc c'est quand même un joueur assez complet qui attaque, qui défend, qui participe au jeu. Il n'a pas non plus beaucoup de trophées individuels ou collectifs avec Leverkusen cette année. Donc du coup, il est vraiment à sa place, 13, un peu en dessous, mais franchement 14e, c'est ce qui correspond, moi je pense, à sa place. Je suis assez d'accord avec ce classement. 13e place, Michael Olise avec le Bayern. Et là, donc, on a un joueur qui est franchement très complet, Michael Olise. C'est vachement intéressant. On a un joueur qui, offensivement, est classé 4e sur les 30 joueurs. À la passe dans le collectif, 8e. Donc, c'est pas forcément qu'un ailier de percussion qui va venir dribbler et puis c'est tout. Non, il va participer au jeu vraiment comme un meneur de jeu. Donc, on sait, il est capable de jouer 10 ou de jouer sur un côté. Et c'est un joueur qui, quand même, pour un joueur offensif, ne rechigne pas du tout à l'effort. Il est quand même classé 14e. C'est franchement pas mal pour un joueur qui joue quand même très haut sur le terrain. Donc, 13e place, franchement très honorable pour Michael Olise. Franchement, je suis plutôt d'accord aussi. À la 12e place, on a Virgil van Dijk. Donc, c'est quand même le seul défenseur central des 30 nominés. Donc, sans surprise, c'est le meilleur défensif. Meilleur joueur défensif classé premier. Et la surprise, c'est que collectivement, on a un joueur qui participe beaucoup au jeu, qui est classé 5e. Il a une note de 70,57 sur 100 dans le collectif à la passe. Et sans surprise, offensivement, c'est le dernier. Il a 9,99 sur les stats en attaque. C'est intéressant parce que c'est vraiment un défenseur qui participe beaucoup au jeu, qui a un très très bon jeu au pied. C'est typiquement le défenseur que j'aurais vu moi au PSG pour participer au jeu ou même au Barça, clairement. À la 11e place, on a Jude Bellingham avec le Real Madrid. Donc là, un peu à la manière d'un Florian Wirtz, c'est vraiment un milieu de terrain très complet. Gros travail défensif, il est classé 7e avec une note de 69,52 sur 100. Dans le collectif, à la passe, il est classé 10e, il est 52,64 sur 100. Et en attaque, il est à 53,40. Donc c'est vraiment le joueur complet, le milieu qui sait tout faire, défendre, attaquer et marquer des buts. Enfin, franchement, c'est une bonne 11e place. Je l'aurais pas mis plus haut. L'année d'avant, je l'aurais mis beaucoup plus haut. Mais là, sur cette saison-là, il a été gêné aussi un peu par des blessures en fin de saison. La saison du Real Madrid est assez compliquée. Au final, ça correspond à son classement, sachant qu'il n'a pas eu forcément de distinction individuelle et pas beaucoup de trophées collectifs. Lamine Yamal, classé 10e, meilleur joueur offensif. Donc le joueur le plus complet offensivement sur cette saison, c'est Lamine Yamal. 100 sur 100, classé numéro 1. Par contre, défensivement, 25e. Pas un joueur qui va faire beaucoup d'efforts défensifs. En tout cas, on ne va pas le retrouver statistiquement. Et au niveau de la passe, c'est pas le joueur par qui les circuits au niveau du Barça vont passer. Donc c'est intéressant parce que c'est un joueur qui joue à peu près au même poste que Michael Olise. Et on voit un Michael Olise qui est plus complet, on va dire, entre guillemets, et qui va participer beaucoup plus au jeu que Lamine Yamal dans la construction, etc. Lamine Yamal, il est vraiment cantonné sur son côté gauche, et par contre, dans sa qualité de dribble, dans les 1 contre 1, les courses progressives, etc., il va surnager. Donc, 10e, moi je l'aurais mis dans un vrai classement, je pense que je l'aurais mis quand même un peu plus haut. Mais bon, après, il n'a pas beaucoup gagné de trophées à part la Liga, je crois, et des distinctions individuelles. Je ne sais plus s'il en a ou pas, j'ai plus les distinctions individuelles en tête. 9e, Fabian Ruiz, premier joueur du PSG, donc à la 9e place. Donc là, on voit vraiment que c'est un joueur du milieu de terrain avec un sens du collectif énorme. 4e au classement. Gros travail défensif aussi. Par contre, un apport offensif pas très très important, même assez faible puisqu'il est avant-dernier du classement. 9e place pour Fabian Ruiz. Bon, ouais, moi je suis d'accord. 9e place, je pense que c'est sa place. C'est ce qu'il faut.
Pedri à la 8e place. Donc là, pareil, milieu de terrain, on a un joueur qui collectivement est au top, 3e au classement. En défense, il est classé 4e, donc c'est un milieu de terrain qui travaille énormément défensivement. Et offensivement, 17e, et avec quand même une note honorable, 43, 64 sur 100. Donc un milieu de terrain très complet qui va être vraiment là dans la création et le meneur de jeu du FC Barcelone. 8e place, je suis franchement d'accord avec cette place. Moi je trouve qu'elle lui va très très bien. Vitinha. Et là, pour moi, je suis un peu déçu, entre guillemets, par cette place. Je m'attendais à le voir un peu plus haut. Collectivement, il a 100. C'est le meilleur joueur. C'est vraiment le cerveau du PSG. C'est le meilleur joueur collectif au niveau de la passe, etc. Il n'y a pas mieux cette saison. En tout cas, parmi les 30 nominés. Par contre, effectivement, on l'avait déjà vu dans les vidéos précédentes. C'est pas un joueur qui défend énormément. Il se retrouve à la 23e place. Et c'était aussi un joueur qu'on avait vu qui n'attaquait pas forcément énormément comparé aux autres milieux, et du coup il se retrouve qu'à la 26e place sur les 30, ce qui fait qu'au classement final il se retrouve 7e. Alors il va bénéficier de tous les trophées qu'il a gagnés avec le PSG, il va aussi bénéficier de la Ligue des Nations qu'il gagne avec le Portugal, et donc du coup je crois qu'il fait partie de certaines équipes types, etc. Donc ça lui fait monter son classement général. Mais voilà, le joueur le plus collectif. On est globalement sur un classement qui est très très bon. Après, il faut départager avec les autres joueurs du PSG. Et forcément, après, c'est des questions subjectives. Kvaratskhelia, 6e. Donc, un ailier, un peu à la manière d'un Michael Olise ou d'un Michael Olise surtout, qui va être complet, très bon en attaque, bon à la passe aussi, qui fait son travail défensif. Alors globalement, il a des moins bonnes notes que Michael Olise par exemple, mais tous les trophées font que, à un moment donné, il remonte dans la hiérarchie. Il fait une meilleure saison que Olise parce que collectivement, le PSG gagne beaucoup de trophées. La 5e place, Joao Neves. Donc là, on a vraiment le joueur, comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes, qui défensivement fait un travail exceptionnel, puisqu'il est juste derrière Van Dijk. Il est vraiment à 99-96, donc il est vraiment quasiment les mêmes notes que Van Dijk défensivement. À la passe, il est 6e. Donc dans le collectif, il est à 70,40. Offensivement, pareil que Vitinha, etc., il apporte beaucoup moins. Mais on a vraiment un milieu où on voit tout de suite ce qu'il fait, c'est contrôler le ballon et défendre, combler les trous. Et donc franchement, cette 5e place, peut-être je l'aurais mis derrière Vitinha, peut-être moi sur vraiment le côté subjectif. Mais après, au niveau stats, il est 5e, il a une Ligue des Nations, il a tous les trophées, il fait partie des meilleurs joueurs du championnat, etc. Donc 5e place méritée pour Joao Neves. À la 4e place, on a Désiré Doué. Donc pareil, à la manière d'un Michael Olise, pareil, complet, à la passe 12e. Offensivement, il est classé 6e. Défensivement, c'est un attaquant qui défend énormément, classé 8e. Ce qui va faire la différence, pareil, c'est que il a énormément de trophées gagnés. Et donc, du coup, forcément, il remonte dans sa moyenne. Mais un joueur vraiment, comme on l'avait déjà vu la dernière fois, on avait vu qu'il avait fait sortir Messi du 11. Qui est très très complet, offensivement super fort, défensivement il est très fort, collectivement aussi il est à 50-91 sur 100, donc c'est une bonne note. Donc 4e place méritée et joueur à suivre, parce que s'il garde la tête sur les épaules et qu'il progresse bien, je pense que ça peut devenir un joueur très très fort. 3e place, c'est Ousmane Dembélé. Donc il est classé 2e offensivement, derrière Lamine Yamal, juste derrière, ça se joue à pas grand chose, il est à 96,01. Défensivement, il se retrouve à la 28e place entre Gyökeres, je crois, et Mbappé, de mémoire. Alors c'est comme je vous l'avais dit déjà dans l'autre vidéo, c'est un peu dommage pour lui parce que tout ce qui est pressing et tout n'est pas pris en compte.
Mais donc du coup, ça lui baisse quand même vachement sa note. Et collectivement, on a un attaquant quand même qui participe au jeu. Il est devant Mbappé, devant Lamine Yamal là, sur cette note. Il a 11. Enfin, il est classé 11e sur 29 avec une note collective 52 sur 20. Donc franchement, énorme saison de Dembélé. Le classement, 3e. Les gens pensent qu'il peut être premier, deuxième ou troisième. Donc, en tout cas, on le retrouve sur le podium. Donc, on n'est pas sur un... Voilà, c'est mérité et peut-être un peu plus. Moi, je pense qu'il va le gagner en vrai, le Ballon d'Or. Le deuxième, Achraf Hakimi. Eh ouais, Achraf Hakimi qui finit deuxième. Donc là, pareil, il a une saison exceptionnelle. Défensivement, sixième sur les 29 joueurs. À la passe, c'est un défenseur droit. Et imaginez collectivement comment il participe au jeu, quoi. C'est juste ouf de se retrouver deuxième sur 29 alors collectivement à la passe, alors qu'il est arrière droit. Donc c'est vraiment un joueur qui monte beaucoup. Et on l'avait vu, il était meilleur que Dani Alves dans ce domaine. Mais pas par contre défensivement. Et en attaque, il est classé 14e, donc pour un latéral, quand on voit la liste des nominés, et on voit qu'il n'y a que des attaquants, quasiment, à part Van Dijk, Donnarumma, Hakimi et Nuno Mendes, sinon il a vraiment des notes exceptionnelles. Donc deuxième du classement, bravo à lui, je pense que ça va être à peu près ça son classement, deuxième ou troisième. Moi je pense qu'il va finir deuxième derrière Dembélé. Donc voilà. Et le grand vainqueur, Nuno Mendes. Eh oui, statistiquement, c'est lui qui gagne. Troisième défenseur, donc derrière Van Dijk et le deuxième, je ne sais plus qui c'était, j'ai plus en tête, mais en tout cas, Nuno Mendes. Oui, c'était João Neves, le deuxième défenseur. Donc, travail défensif énorme. Au niveau de la passe, 7e. À la manière d'un Hakimi, c'est un latéral qui participe énormément au jeu. Et offensivement, un peu moins bon que Hakimi, 19e. Ce qui va faire la différence, c'est la Ligue des Nations entre Hakimi et Nuno Mendes, parce que sinon, au niveau des autres trophées, ils les partagent tous. Et c'est pour ça que on a Nuno Mendes qui remporte ce trophée. Voilà pour le classement du Ballon d'Or. Donc à la grande surprise générale, c'est Nuno Mendes qui statistiquement est meilleur joueur de l'année 2025. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes globalement d'accord sur l'ensemble du classement? Ou alors s'il y a vraiment des choses qui vous ont choqué plus que d'autres? Moi, mon avis personnel, je pense que ça doit se jouer entre Dembélé et Hakimi. J'aurais mis certainement un Vitinha un peu plus haut au classement. Un Lamine Yamal peut-être un tout petit peu plus haut, mais pas beaucoup plus. Je crois qu'il était 10e, je l'aurais peut-être mis un tout petit peu plus haut. Mohamed Salah aussi, je l'aurais mis un peu plus haut. Mais après, honnêtement, les joueurs du PSG ont tellement dominé cette saison et ils ont tellement raflé tous les trophées qu'en réalité, si on suit vraiment la logique de France Football, c'est-à-dire les performances individuelles, collectives, etc., c'est des joueurs qui doivent être quasiment tous dans le top 10. Donc, difficile de laisser de la place pour les autres. Et honnêtement, il n'y a pas eu d'équipe, à part le Barça, qui, on va dire, pour reprendre l'expression de Mbappé, a brûlé la rétine. Mbappé, lui, il fait une demi-saison. Et puis, dans le jeu, c'était pas ça. Le Real Madrid, c'était très compliqué. Vinicius, honnêtement, il fait une saison... très très compliqué, il est là parce que il était là, il avait fini deuxième l'année dernière et donc entre guillemets c'est difficile de le virer. Après vous avez qui d'autre? Honnêtement vous n'avez pas énormément de joueurs qui ressortent du lot en Europe cette saison, à part si ce n'est vraiment Mohamed Salah qu'on aurait pu mettre un peu plus haut. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et puis surtout laisser un commentaire si vraiment vous avez des choses à dire. Et je vous retrouve très très vite pour la prochaine vidéo où on va parler de l'équipe de France et des choix de Didier Deschamps qui peuvent parfois être perçus comme bizarres. Et on va voir si vraiment il y a des choix au milieu de terrain, notamment l'absence de Tolisso, les choix des défenseurs, etc., l'absence d'Hugo Ekitike. On va regarder si statistiquement c'est vraiment des joueurs qui méritent d'être en équipe de France par rapport à ceux que Deschamps a choisis. Donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.